On vit dans un monde qui va vite, trop vite. Un monde où tu es censé être productif dès le réveil, où ton téléphone décide de ton humeur avant même que tu aies bu ton café, où tu scrolles le soir pour te détendre après ta journée de travail et tu te couches plus vide qu'avant. Un monde qui t'a vendu un modèle. Travaille dur, performe, réussis. Et quelque part, au bout, tu seras heureux. Alors la plupart des gens courent. Ils enchaînent les journées sans trop se demander pourquoi. Ils portent une tension dans le corps qu'ils appellent le stress comme si c'était normal. Ils portent un masque au boulot, un autre à la maison. Sur le papier, ils avancent, mais de plus en plus vides à l'intérieur et coupés de leurs rêves d'enfant. Et de temps en temps, il y a cette question qui remonte. C'est vraiment ça, ma vie ? Raphaël, lui, a suivi ce chemin. Il a bien gagné sa vie parisienne, il cochait les bonnes cases. Mais quand le Covid l'a forcé à s'arrêter et ralentir, toutes ces questions sont montées en surface et il a décidé de les écouter plutôt que les fuir. Des questions que le système nous fait éviter en nous tenant en permanence occupés. Il y a répondu à travers des expériences que peu de gens osent vraiment traverser, dans l'inconfort et la solitude, et c'est pourquoi j'ai passé 24 heures avec lui, afin qu'il puisse vous expliquer tout ça. Ce que vous allez voir, c'est pas une interview, c'est une invitation à regarder votre propre vie différemment. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui avec mon ami Raphaël. On va aller chez lui, on va passer la journée avec lui. On a pas mal de choses prévues ensemble. J'ai hâte de vous le faire découvrir. Vous allez voir que Raphaël, il habite pas bien loin de chez moi parce que c'est mon voisin. Donc on va récupérer le scooter et on va aller directement toquer chez lui pour démarrer cette belle journée. Hello. Ça va? Bienvenue à la maison. Ça va mon pote? Ça va et toi? J'ai fait de la route hein. Ouais, j'imagine. C'était loin là, putain, quel trajet. Allez, viens. Alors c'est ici qu'il vit. C'est la maison, mon petit havre de paix. C'est vrai qu'il a bien plu. Gros orage. Il y a deux chambres, là c'est la deuxième du coup. Et la première elle est au début de la... Au début. Typique des villas balinaises. Ça fait combien de temps que t'es là du coup? Là ici dans cette maison ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi? Ouais, à peu près. C'est assez nouveau. Mais ouais, c'est plutôt agréable comme spot. Ouais, j'adore la baie vitrée là comme ça. Ouais. Et les écureuils tous les jours ici. Ouais. Et tu payes combien du coup ici là la villa? Je paye 27 millions, ça fait à peu près 1200 € par mois, plus l'électricité, à peu près 60 € par mois. Et après, tout est compris, donc il y a ménage 2 fois par semaine, il y a quelqu'un qui s'occupe de la piscine, il y a quelqu'un qui s'occupe du jardin, donc les petites feuilles, etc. quand il y a besoin. Bon là par exemple il y a besoin, mais ils viennent demain. Tout le reste après c'est à ma charge, l'eau, aller chercher de l'eau, parce qu'ici on fonctionne avec les bonbonnes, mais c'est tout, et le gaz. Mais bon, ça arrive pas. Et par contre, ce qui est inclus aussi, c'est la Wi-Fi. Et je crois que c'est tout. Et la maintenance de la maison, bien évidemment. Ouais, donc pour 1200 €, 1300 € par mois Ouais, quand même, t'as une villa de 2 chambres Ouais. à Bali. C'est Ouais. incroyable quand même. Ouais, c'est plutôt agréable, mine de rien. Ouais. Et puis après, c'est excentré. On peut trouver beaucoup moins cher. C'est un choix. Ok, Voilà. t'es au top là. Avec l'espace salon, vue sur la piscine. Et là, t'as l'autre chambre là-bas du coup qui est la même, hein, c'est ça? Et il y a Monsieur Zendo. Hé, y'a Zendo! Ça va Zendo? C'est mon poteau. Zendo, ça fait 1 an et demi qu'il vit avec moi. Je l'ai trouvé dans la rue. Eh oui. Il était en mauvais état. Et puis il a commencé à venir à la maison, manger un bout. Et puis au fur et à mesure, il a commencé à rentrer dans la maison. Puis à un moment, je me suis dit, bon, il reste avec Il moi. est tellement calme en plus, on Ouais. se dit pas qu'il a passé 10 ans dans la rue quoi. Ouais, 10 ans dans la street. Et maintenant, c'est un chien de maison qui est un mangeur de canards et un mangeur de poulet. C'est ça qui terrorise les animaux autour. Il terrorise les animaux, mais avec les humains, c'est un amour. Il a compris. Il a trouvé la paix. Donc là, en gros, il vit avec moi et c'est sa retraite. Il a vécu Ouais. sa life, maintenant il est en retraite. C'est clair. Il peut dormir quand il veut, il a tout ce qu'il faut pour manger. Et il va surfer et il se baigne comme un fou. Bon, c'est quoi du coup le programme aujourd'hui? On va Déjà te suivre. Déjà, première chose, je vais te faire vivre une petite expérience. Ah. Je sais pas ce que c'est. C'est ça qui est intéressant. Ça fait un moment que j'essaye d'organiser des morning routines pour moi. Et du coup, j'ai testé plein de choses. Et en ce moment, j'ai une routine. Je te fais pas toute la routine, mais je vais te faire une partie. Et c'est la partie de la fin.
c'est la partie qui me permet de avoir un moment de sortie de zone de confort avant de commencer ma journée. C'est dérangeant, ça fait mal, mais ça fait de la paix intérieure incroyable. Et j'ai découvert ça il y a 1 an que j'ai envie d'avoir ça. Et en fait, là, j'ai trouvé quelqu'un qui produisait ce truc-là. Donc, on va le tester ensemble. Enfin, tu vas le faire avec moi. Et puis voilà. Incroyable. Vas-y, je suis chaud. Avant le programme de la journée, alors petite surprise pour lancer la journée. C'est pour le petit ancrage. Un saddle board, c'est des planches avec des morceaux de cuivre qui sortent. J'ai vu ta qui sont story là. piquants. Et en gros, tu t'assois, tu marches, tu mets tes pieds dessous. Tu pèses vraiment. Mais non. Tu vas mettre tes mains dessus. Ah ouais. Du coup, je vais monter dessus. Tu vas monter dessus et tu vas tenir 2 minutes. C'est des trucs chinois. Là. Ouais. Et tu sens une détente réelle se dégager. Tu vas voir, c'est la paix intérieure après. Ah ouais. Bah, en gros, tu sais, Ça fait pas saigner? Non, pas du tout. Non, Ça transperce pas. Non, ça transperce pas. Non, il n'y a aucun risque. Juste, en gros, l'idée, c'est à quel point on part du principe qu'un humain a besoin de... On est beaucoup dans notre tête, ok? C'est un des outils que j'ai trouvé le plus incroyable pour revenir dans son corps, ressentir des choses. Donc, par la douleur, oui, mais la douleur qui se transforme en paix. Parce qu'au bout d'un moment, tu commences à t'habituer à la sensation. Et en fait, ça t'enlève toutes les réflexions. Moi, le matin, des fois, en ce moment, j'ai beaucoup de phases de... Je pense au travail, je pense à qu'est-ce que je vais faire. Ah, j'ai ce call, j'ai ce rendez-vous, j'ai ce truc. Et bah ça, là, ça me... Ok, tu le fais un peu à Là, je le fais... moment de la journée? Non, je le fais le matin. Ça fait quoi, 4 jours, 5 jours? Moi, je vis pieds nus. J'ai Bah, pas voilà. de sensibilité sous les pieds. Bah c'est bien. Donc peut-être que je vais pas trop sentir. Je pense que tu vas sentir quand même. J'essaie de me rassurer comme il peut. Ouais. On va commencer ça. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on se fasse une petite respiration, histoire de revenir sur terre, tu vois. Puis je te laisserai te mettre debout, on va s'asseoir là-bas. Et on enchaîne directement après avec la jambe. Allez, let's go. Ça te va? Super. Allez. Je te suis. L'idée, c'est de repartir sur une base. On a fait ce qu'on avait à faire ce matin. Je sais pas ce que tu as fait avant. Moi, j'ai promené mon chien. Il s'est passé plein de choses. On va faire une respiration lente. Parce que c'est la respiration que tu vas faire quand tu seras dessus. Tu inspires pendant 4 secondes et tu expires pendant 6 secondes avec ta bouche. C'est vraiment, tu calmes le système nerveux, tu calmes ton cœur, tu calmes tout ça. Et dès que je te dirai, moi je vais y aller en premier. Comme ça, tu vois ce qui se passe, entre guillemets. Et ensuite, tu iras. L'idée, c'est de faire... moi, je fais entre 2 et 5 minutes. Mais 2 minutes, c'est déjà très bien pour une première fois. Ok. Si tu arrives à tenir, si tu n'arrives pas à tenir, c'est ok. Il n'y a pas de raison à ce que tu tiennes pas. Ok, super. Tu inspires lentement, tu gonfles le bas du ventre, vraiment le bas du ventre, tu le remplis au maximum et puis ensuite tu remplis ton cœur. Donc cette partie-là, mais focus-toi sur la partie cœur. Et dès que tu es tout en haut, pas un filet, mais une expiration quand même assez conséquente. Ok? Allez. C'est simple, hein? T'as plus envie de rien faire. Je comprends. Ouais, ça crée une... Pour moi, la respiration, c'est un des meilleurs moyens pour juste sortir du mental, sortir de tout ça. Tu te concentres uniquement sur ta respiration. Puis au début, ça peut être challengeant de se connecter à ça, mais plus tu le fais, plus l'habitude vient et plus tu commences à sentir ce moment de paix. Ok. Ouais, tu restes accroché à la planche. Le maximum que j'ai pu faire, c'est 5 minutes. Et après 5 minutes, ça devient genre... Désagréable. Non, t'es
t'es dedans, quoi. Ouais, tu sens plus rien. Ouais. Parce que là, dans les 2 minutes, je suppose, tu sens de plus en plus le poids s'enfoncer, non? C'est ça? Ouais. Ouais, je vois un peu la... Ah ouais. En vrai, c'est pas loin de rentrer, on dirait. Non, c'est vraiment pas loin. Mais ça rentre pas. C'est pas loin de percer, quoi. Ah, je vous montre. Vraiment des pics, quoi. C'est vraiment un truc de sadomasochiste. C'est en cuivre, en plus, non? Ouais. Bah allez, hein. 3, 2, 1. Je la sentais plus sur la fin. Ah bah ouais. Les 30 dernières secondes, ça fait plus mal. C'est pour ça que je te dis, 5 minutes c'est bien, mais déjà 2 minutes pour une introduction, ressentir la chose, voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Moi, pour te dire, la première fois, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'étais un peu fou, j'ai voulu faire 5 minutes dès la première. Ah ouais? J'ai pleuré. Ah ouais? Ouais, il y a eu des émotions qui sont ressorties. Ah ouais? Ouais, mais c'est normal, de la douleur, tu sais, ça release c'est comme le breathwork d'une certaine manière. Tu peux avoir des montées d'émotions, tu sais pas pourquoi, et en fait, tu as envie de rester, mais c'est pas dans le contrôle, c'est vraiment dans le lâcher prise, et ton corps, il a besoin de faire sortir des choses quand il a mal comme ça, tu vois. Je pense que pour des gens qui sont pas du tout connectés à leurs pieds, etc. À leur corps. À leur corps, tout simplement. Ah, ouais. Parce que c'est un sujet en plus que tu as abordé sur un de tes réels instincts, il me semble, dernièrement, sur le fait que tous les gens marchent sur des semelles en plastique du matin au soir, tu vois, et on a normalisé ça, alors que nos pieds sont quand même l'ancrage. Moi, c'est vrai que ça fait 1 an que je marche beaucoup pieds nus, et Bali s'y prête, évidemment, en France, on pourrait pas faire ça. Ça dépend où, mais Et oui. donc, je me connecte pas mal quand même à la terre et tout, j'ai compris l'importance un peu de ça. Moi qui cherche à optimiser un peu en plus mes niveaux d'énergie et tout. Donc j'ai l'habitude de marcher dans les cailloux et tout, c'est peut-être pour ça que je le sens un petit peu moins. Et j'ai l'habitude de stimuler ma voûte plantaire et de la masser un peu peut-être. Mais je pense que ouais, du coup, n'importe quelle personne qui marche tout le temps dans des chaussures... 5 minutes, ouais, je me doute, bien sûr. Ça Je rajoute pense que une n'importe dose. qui marche tout le temps dans des chaussures et qui n'a pas les sensations là sous le pied, ça doit faire... parce que c'est la base d'énormément de connexions nerveuses, Bien hein, sûr. c'est ça je crois, de les mémoire, de tout, plein de choses. pieds. Tout, ouais. Ah, et les pieds, il y a une connexion énorme. Je te laisse nous donner le petit programme de la journée alors. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va aller prendre un petit déj en premier temps. Ensuite, on va aller à un de mes cercles de parole, donc avec plusieurs hommes qui viennent et qui habitent à Bali en règle générale, je crois la plupart. Et l'idée, c'est d'échanger sur plein de sujets, mais surtout aller s'ouvrir, être un peu vulnérable auprès d'autres hommes et tu vois, avoir la capacité de se montrer tel qu'on est, tout dans un angle, dans un endroit qui est sécurisant pour nous et ouais, parler, je pense, c'est important. Ensuite, on va aller déj, on va aller monter dans le nord de Bali vers Jatiluwih. C'est une de mes régions préférées. Et à partir de ce moment-là, on va aller, je pense, aller sur une petite cascade, on va aller marcher un peu, on va aller voir les locaux, vivre une petite expérience. Trop cool, trop hâte. Babous, Let's go. let's go. Bon, du coup, tu nous as sorti 2 véhicules aujourd'hui, c'est ça? Ouais, alors ça c'est le mien. Et ça, c'est un ami à moi qui me la laisse parce qu'il est parti en Chine pour 1 mois. Il sait que j'aime bien les motos, donc il me laisse sa moto. Et ouais, c'est quoi comme moto? Je sais pas, c'est une Yamaha, mais c'est assez puissant, mine de rien. Parce qu'ils ont des modèles très chinois ici, on sait jamais trop ce que trafiqué, c'est. tu fais un peu ce que tu veux. Tu vois, les rétroviseurs, c'est pas vraiment des rétroviseurs. Vraiment, ça sert pas à grand chose, strict minimum. Mais je sais pas si tu vois, il y a des lumières carrément, il y a des LED rouges qui sortent de partout. Et puis le bruit est un peu assourdissant, mais c'est marrant. Ça fait un peu de boucan. Tu kiffes? Ouais, c'est marrant. Ça contraste un peu quand on te voit arriver sur un cercle de parole comme ça. Ouais, avec ça, ouais. La vie est remplie de contrastes. Bien sûr. Sortie de méditation. Sortie de méditation, on part avec ça. On y va? Let's go. Allez, c'est parti. Là, tu te pousses. Alors? Forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey.
Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. On a démarré la journée avec un cercle d'hommes que Raphaël anime chaque semaine. Et je vais être honnête, la première fois que j'ai entendu ces mots, j'ai eu sûrement le même préjugé que toi en ce moment. Des hommes assis en rond qui parlent de leurs émotions. Je vois pas ce que j'irai faire là. Et c'est exactement pour ça que j'y suis allé. Parce que les trucs qu'on rejette le plus vite sont souvent ceux qui nous dérangent le plus profondément. La réalité ressemble pas du tout à ce qu'on imagine. Pas de rituels bizarres, pas de larmes obligatoires, juste des hommes normaux qui ont choisi, pour une fois, d'avoir une vraie conversation. Presque jamais de ce qui se passe à l'intérieur. On effleure, on reste en surface, pas par manque d'envie, mais par manque d'espace. Le cercle, c'est cet espace, où les conversations ont du fond, où t'arrives sans filtre et sans rôle à jouer, où ce que tu dis est entendu, vraiment entendu. Un homme parle de sa relation, de ses doutes pro, de sa colère, et il entend « moi aussi ». C'est deux mots que personne n'ose dire, mais que tout le monde pense. Et c'est là que quelque chose change. Pas parce qu'on t'a donné des réponses, mais parce que t'as réalisé que l'homme en face de toi vit les mêmes choses. Et que cette réalisation-là, elle crée des liens qu'une soirée en surface ne créera jamais. Et c'est pour ça que les gens reviennent. Ça peut être pour déposer un poids ou simplement pour enfin avoir des échanges authentiques et repartir avec des connexions qui ont de la profondeur. Quand on suit Raphaël, c'est toujours des petits bourbiers comme ça là, mais c'est toujours des super coins en général, bien cachés, pas touristiques, donc on le suit. Hein. Bon Raphaël, tu nous amènes où là? Là, je t'emmène dans une petite cascade très peu connue des touristes. Un truc facile d'accès apparemment, Très facile d'accès. très touristique quoi. Ouais. Ça a été prévu pour beaucoup de gens. Pas du tout frère, c'est une galère de ouf. Mais c'est le but, on aime bien. Let's go, on va découvrir ça. Hein. Et voilà, mâche tout piche tout. Bon Raphaël, on se retrouve dans ce merveilleux spot que tu nous as déniché. Merci pour ça. Ça fait plaisir de t'avoir sur le podcast du coup dans cet environnement naturel. Une petite immersion du coup qu'on va passer avec toi aujourd'hui. On va aborder des sujets assez profonds, des sujets sur ce qui t'anime toi au quotidien et ce que tu fais avec tes clients, les gens que tu accompagnes à travers tes réseaux sociaux. Peut-être que quelques personnes ont vu déjà un peu ce que tu proposais, ce que tu faisais, les sujets que tu abordais. J'ai envie du coup de creuser ça avec toi aujourd'hui, de pouvoir te faire découvrir à ma communauté. On s'est rencontrés il y a 1 an maintenant sur ton tout premier cercle d'hommes justement que tu as organisé à Bali. Donc j'ai pas mal de questions, il y a plein de sujets que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui. Est-ce que je sais que tu n'as pas eu un parcours justement qui a été toujours aligné à ce que tu fais aujourd'hui. C'est justement ce qui rend ton parcours, je trouve, assez concret, assez inspirant. Est-ce que tu pourrais te présenter du coup
à tout le monde et expliquer un peu par quoi t'es passé, si tu veux raconter un peu ton histoire, ce qui t'a mené aujourd'hui à vivre à Bali et à faire ce que tu fais aujourd'hui avec les hommes et les femmes que tu accompagnes. Donc moi c'est Raphaël, j'ai 32 ans, j'habite à Bali depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Je suis originaire de banlieue parisienne, ambiance de vie plutôt classique entre guillemets au début de ma vie. Des parents qui m'ont beaucoup aimé, ça s'est très bien passé. Un peu de tension entre moi et mon grand frère et je pense que ça m'a créé un personnage aussi avec le temps. Moi je viens d'un parcours scolaire catastrophique. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai redoublé au collège, on m'a interdit d'aller en général, donc j'ai fait un professionnel que je voulais pas du tout faire. Mais ça m'a emmené dans une direction aussi où j'ai appris vraiment d'autres angles de vie, d'autres styles de vie. Je viens d'une ville qui a un peu, on va dire, privilégié. Et j'ai été dans un lycée où, pour le coup, c'était vraiment tout l'inverse. Ça a été très dur, mais en même temps aussi très enrichissant pour apprendre à me connaître dans plein de contextes différents. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez curieux, à vouloir tester des nouvelles choses, à être un peu le fou de mes potes, ceux qui osaient toujours à faire des trucs un peu farfelus, on va dire. Et ça m'a emmené dans plein de directions, à faire plein de choses. J'ai été un grand fan de basket pendant très longtemps. J'ai joué à un petit niveau, mais j'ai joué jusqu'à ce que l'adolescence arrive. Et là, clairement, disons que l'ambiance banlieusard, c'est très lié aussi à tout ce qui va être lié à la drogue, notamment au cannabis. J'ai énormément fumé pendant ma jeunesse, très vite, très tôt, pendant pas mal de temps, ce qui m'a créé aussi pas mal de choses liées à l'école, plus au lycée on va dire et après. Je fais un bac pro comptabilité que j'ai eu avec mention, très facile, on va pas se mentir. J'ai pas bossé et ça a été assez inné. Je pense que j'avais des capacités mais l'environnement me correspondait pas. Et je pense que, tu sais, aujourd'hui, on nous met beaucoup on nous donne un cursus et on nous dit c'est comme ça. Et tout le monde, même si les gens sont assez différents, tout le monde prend le même chemin, même si c'est pas adapté. Ce qui s'est passé pour moi, pour le coup, je pense que j'ai été dans un environnement qui était pas du tout adapté à moi, quoi, en fait. Et comme beaucoup de gens, au final. Donc, il a fallu que je sorte de tout ça. Et après ce diplôme, j'ai voulu aller dans une partie qui était un peu plus, qui me correspondait un peu plus, c'était tout ce qui est lié à l'unicité, à l'unique et du coup à l'événementiel. Donc j'ai commencé à me diriger là-dedans, faire des stages, commencer à travailler dans ce domaine-là, ce qui m'a amené à comprendre l'importance de connecter avec des gens. Et à la fin de ce cycle, on va dire, il a fallu que j'apprenne à parler anglais. Je suis allé faire un crédit à la banque et crédit étudiant. Je suis parti 1 an aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Et je t'avoue que là, ça a été la période de la débandade totale de ma vie en termes d'expérience. Et suite à ça, tout s'est enchaîné dans ma vie. Je t'épargne tous les détails, mais en gros, j'ai eu pas mal d'expériences dans plein de domaines. J'ai côtoyé plein de jobs différents, travaillé dans la vente, j'ai fait hôte événementiel, j'ai travaillé dans la comptabilité, j'ai travaillé dans plein de sujets différents. Je pense que c'était une façon pour moi de me chercher et aussi une façon pour moi d'expérimenter, de comprendre ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et arriver à ça, vraiment l'événementiel a été un vrai coup de cœur pour moi. Et je pense que ça a été une direction qui m'a suivi pendant pas mal d'années. J'ai travaillé dans plusieurs domaines dans cette boîte, dans ce domaine-là, que ce soit dans la production événementielle, dans la création. Je travaillais après dans l'influence, mais aussi dans les événements influence. Et le moment de déclic a été le Covid, où je me suis demandé qu'est-ce que je foutais là-dedans en fait. Et j'avais vraiment cette réflexion de me dire c'est quoi le but pour moi de travailler dans tous ces trucs-là? Qu'est-ce que j'y gagne? Où est-ce que j'apprends à devenir une meilleure personne? Et en fait, à quel point aujourd'hui c'était vraiment, tout était un automatique. Les relations étaient pas forcément humaines mais transactionnelles. Il y avait rien de vraiment sincère et profond, c'était vraiment business wise, donc business orienté. Alors je gagnais très bien ma vie, mais à l'intérieur il y avait un vide en fait, je pense, qui s'est créé avec le temps. Et thanks God, Covid arrive et ça m'a permis de, en fait, de me retrouver seul. Sortir de tout ce schéma d'automatisme, d'aller en soirée, de rencontrer du monde, de tchatcher avec des gens parce qu'un tel connaît un tel et d'être invité à des événements de luxe, etc. Je m'y retrouvais plus vraiment, je pense. Et ce point de bascule est arrivé vraiment à la perfection au bon moment. Et le fait de me retrouver seul m'a fait me remettre en question littéralement sur tout. Seul à Paris, du coup, ouais. Alors du confiné. coup, Covid arrive, enfermé dans mon appartement à Paris, au canal Saint-Martin. Pas de projet professionnel puisque, travaillant dans l'événementiel, tous les budgets alloués à la communication a fait un gros freeze et un gros stop, parce que clairement, on savait pas comment ça allait se passer. Du coup, il y avait plus d'argent. Donc moi, tous mes projets qui étaient en cours sont arrêtés. Je me suis retrouvé juste à plus rien.
vraiment le néant total. Ça a été très 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 inconfortable pour moi. Je savais pas où me placer, je savais pas quoi faire, aucune direction. Je pense que la première semaine a été le néant total où j'ai dormi beaucoup, je suis resté dans mon lit, je savais pas quoi faire. Et puis j'ai commencé à essayer de me renseigner sur qu'est-ce que c'est le Covid, tous ces trucs-là. J'ai commencé à aller un peu dans cette direction de, je dirais, ce qu'on appelle aujourd'hui les complotistes au final. Et il y a plein de choses, donc je suis allé sur des sites web, j'ai commencé à trifouiller, ça m'a fait beaucoup de mal de me rendre compte comment le monde fonctionnait par un angle de vue. Et puis j'ai commencé à avoir des solutions à ça, donc de la compréhension, comprendre que la spiritualité existe, que la méditation existe, que le breathwork existe. Et j'avais peur de m'enfouir dans un truc bizarre. Et au final, j'ai commencé à y aller vraiment très crescendo, avec beaucoup de recul sur les situations, parce que je sentais que c'était, je sais pas, il y avait quelque chose, l'énergie, etc. Et du coup, j'ai commencé à lire, à tester des choses chez moi, à être le moment présent, à comprendre c'était quoi les accords Toltec. Tous ces livres sont commencés à arriver dans ma vie à cette période-là. En fait, j'ai passé je sais pas combien de temps sur ça, mais ça a été vraiment le cœur névralgique de mon confinement. Il en est arrivé une résultante qui était: ma vie ne me correspond pas, il faut que je change, et pour changer, il faut que je fasse quelque chose. Je savais pas quoi. Puis j'ai eu une idée en tête, c'était ok, dès que le confinement est fini, je vais prendre mon scooter, j'ai un Vespa 300 et puis je vais aller à Étretat. C'est dans le nord de la France. C'est un endroit qui m'avait beaucoup plu, j'étais déjà allé, je m'étais dit je vais me faire un petit road trip. Du coup, je me dis vas-y, tu sais quoi, je vais aller voir mon garage, je vais lui demander ce que je peux faire avec un Vespa aller à Étretat. Le mec me dit mais Raphaël, avec ton Vespa, tu fais faire le tour du monde. Tu fais oh, ok. Et là ma vision elle a un peu déraillé, tu vois. Je commence à me mettre sur Google Maps, puis je regardais Étretat et puis je me dis ah ouais, c'est vrai, c'est pas loin. Attends, pourquoi j'irais pas voir ma grand-mère en Haute-Savoie? Du coup putain, mais je suis en Haute-Savoie, mais la Suisse c'est à côté. Pourquoi j'irais pas en Suisse? Puis j'irais pas en Italie aussi? Vas-y, tu sais quoi, je me change, je pars en couille. Et là, idée arrivée, tout mon travail d'événementiel, communication et tout ça, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je vais faire un dossier de présentation et je vais présenter ce projet à des marques que je connais et on va voir si peut-être je peux avoir des partenariats, de l'argent. Sachant, faut prendre en compte que j'avais pas d'abonnés sur les réseaux. Mais je vendais ça comme un projet, c'est ce qu'on appelle un voyage initiatique. J'avais trouvé ça sur internet, j'ai été renseigné et puis j'avais vu qu'il y avait un vrai chemin. Du coup, j'ai commencé à créer un marketing sur ça. Je me suis appelé A Guy on a Vespa, donc le mec sur sa Vespa. Et voyage introspective, découverte de l'Europe après le Covid, seul, sac à dos, je ne sais pas où je vais dormir, trouver des partenariats, etc. Et puis mon cheminement, en fait, il a commencé comme ça. Je commençais à le présenter. J'ai eu 3-4 partenariats, dont une marque de vêtements qui s'appelle Scott, New York City, Eli Hansen, Vespa qui m'a sponsorisé, qui m'a fait un dossier. J'ai eu 2 sociétés qui m'ont donné de l'argent parce que c'était comme un don associatif. Okay. Et du coup, c'était détaxable des impôts. Donc on m'a donné de l'argent comme ça, donc je suis parti avec ça. Et j'ai traversé, je suis allé voir ma grand-mère comme prévu. Puis j'ai commencé à contacter des agences, des gens qui étaient dans les coins. J'ai eu le droit à monter sur le pic du Midi gratos. Puis j'ai commencé à faire des trucs d'influenceur entre guillemets, sans en être un. Ouais. C'était assez incroyable. Et j'ai carrément eu la force du mental et de la création parfois et des sensations dans ton corps. Comment tu peux créer des choses, c'est assez ouf. Je te raconte une petite anecdote. J'étais en train de conduire sur les routes de Megève, en Haute-Savoie, et là je vois un hélicoptère passer. Je me dis putain, trop stylé. Je kifferais arriver avec mon Vespa au bord d'une piste d'hélicoptère, me garer et monter dans un hélico. J'avais que ça en tête. Ouais. Tu sais quoi, je vais ni une ni deux, je vais sur mon téléphone Insta et je commence à envoyer des messages à toutes les stations d'hélicoptères de la région. Je leur explique mon projet, j'envoie mon PDF et tout. Premier message. Hello, des dispo demain matin si tu veux, c'est gratuit. Incroyable. No way. J'arrive le matin, j'arrive avec mon petit Vespa, je me gare devant l'hélicoptère, je monte dedans et je vole. Et je me dis putain, tu peux tout avoir en fait. J'ai commencé à faire ça tout le trajet. Et en gros, mon trajet, ça s'est transformé à faire des partenariats à Venise dans un super beau hôtel, en Haute-Savoie, un peu partout, rencontrer des gens et vivre malheureusement la mode de filmer tout. Je t'avoue que c'était très difficile pour moi parce que j'étais tellement dans le moment présent à vivre des expériences que je filmais mais c'était pas vraiment ça. Puis j'ai vécu en fait une vie de nomade profonde. C'était extraordinaire en fait. J'ai commencé à me découvrir d'un autre angle. Je me connaissais pas dans des situations où mon scooter il craque au milieu de la Sicile, dans un désert où il y a personne. Eh ben vas-y, moi, va falloir pousser ton scooter sur des kilomètres jusqu'à potentiellement rencontrer quelqu'un ou trouver un garage, tu vois. T'as vu ça? Ah oui, 3 fois. J'ai encore le démarreur chez moi
de ouais. mon scooter qui avait sauté. En souvenir, quoi. En souvenir. Et du coup, vivre des expériences où, par exemple, rouler, ton téléphone il s'éteint. C'est même pas, il y a de la batterie, mon téléphone il s'est éteint. Je sais pas où je suis, il est 21h, j'ai pas d'hôtel, je sais pas où dormir. Bah vas-y, je trouve un McDo sur l'arrêt, je mange au McDo et puis je me mets sur un petit coin, au milieu de nulle part, puis je m'allonge sur mon gros sac à dos et je m'endors. Et je me réveille à 4h du matin et je reprends la route. Vivre des expériences où vraiment tu sais pas ce qui va se passer en fait. De manière au minimum safe, entre guillemets. Après, j'ai la chance d'être un homme, beaucoup plus facile dans ce genre de contexte de faire des choses. T'as fait ça combien de temps? Ça a duré 2 mois et demi. 2 mois et demi. Ouais, j'ai fait un peu plus de 10 000 km et après j'ai dû rentrer cause familiale et j'ai dû gérer beaucoup de choses pendant un certain temps. Parce que là, du coup, ça reprenait le côté événementiel. Là, t'avais mis en pause Mais là, après Covid. j'avais plus du tout envie. T'avais laissé mourir ton entreprise à ce moment-là. Je l'ai fermé. T'avais fermé. Ouais. J'ai fermé complètement. En fait, je me rendais compte que, bah, tu vois, le fait de vouloir rester dans ça par pur confort, ah ouais, mais ça va m'apporter de l'argent, ça m'apporte de la sécurité, c'était une sorte d'excuse pour pas aller fully dans le truc que j'avais envie de faire. Ouais. Qui était voyager à cette époque-là. Et du coup, bah, non, pour moi, c'était rédhibitoire, fallait arrêter. Il y a eu beaucoup de prises de conscience comme ça pendant le Covid pour beaucoup de gens. Donc toi, ça a été vraiment la bascule là. Moi, ça a été l'explosion, pot de départ, vas-y, j'y vais. Et peu de gens m'ont compris, mais en même temps, j'avais envie de te dire, j'avais le soutien de mes parents. Mes parents, ils étaient à fond derrière moi, ils trouvaient ça ouf. Genre, vis des expériences, vas-y, éclate-toi. Et pour moi, c'était eux le plus important. Le reste des gens, beaucoup de gens ont cru que je n'allais pas le faire. Ils y avaient même des paris sur moi de mes potes, ouais, il va pas le faire et tout ça. Jusqu'au jour où ils m'ont vu sur mon scoot, le jour de mon anniversaire, à partir le matin. Ils m'ont dit, ah, ok, he got the balls. Et ouais, du coup, après ce trajet, j'ai dû rentrer d'urgence. En gros, j'ai eu une bonne situation assez hardcore familiale où j'ai dû gérer pas mal, mine de rien, pendant une bonne période, ce qui m'a mis un gros coup de down où clairement j'avais plus trop de goût à quoi que ce soit. C'était dur de revenir de ça à une réalité beaucoup plus ancrée dans... C'était un choix aussi et ça m'a fait grandir, littéralement. Et de là, j'ai su que le voyage était une partie juste primordiale dans ma vie. J'ai besoin de nature, la vie parisienne, le monde de aller faire les boutiques tous les jours, les boîtes de nuit, l'alcool. C'était plus mon monde. Genre vraiment, j'avais passé ce cap et j'avais dit, OK, it's fini. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai dû reprendre un job, travailler dans l'influence, mais dans une start-up assez cool, j'ai été bon dans la boîte. De base, ils voulaient pas me prendre parce que j'avais pas de CV, je sortais pas d'une grande école HEC et tout ça. Un bac pro comptabilité sorti du 9-5. Ouais. Les gars, ils se sont dit, bon, le CV, ça va pas. Je m'en souviens que ça, c'est un putain de tips, les gars. C'est quand il y a des gens qui vous refusent parce que votre CV est pas bon, envoyez un mail. Même si on vous dit non, envoyez un mail, on sait jamais. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un mail du fond de mon cœur. Je dis, les gars, ce que vous faites, je suis largement capable de le faire et je sais que je peux tout niquer dans votre boîte, même si j'ai pas le CV. Et tu sais quoi, le lendemain, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit, vas-y, tu sais quoi, on te prend un CDD de 3 mois, fais tes preuves. Attends, j'ai fait mes preuves. Signer deal sur deal. À cette époque-là, mon job, c'était de signer avec des créateurs de contenu, des youtubeurs, et de les développer sur des plateformes comme Facebook et Snapchat qui créaient de la monétisation, donc qui gagnaient de l'argent dessus. Et nous, on faisait un split d'argent, et en gros, il y avait des gens qui bossaient sur ça pour gagner là-dessus, dans ma boîte. J'ai trop bien bossé, j'ai grave évolué dans la boîte. Enfin, ça a duré quoi après même pas 1 mois et demi, ils m'ont dit, vas-y, c'est bon, on te prend en CDI. OK. Et après 3 mois, j'ai tellement montré ma valeur. Je leur ai dit, les gars, moi, ma vie, c'est pas à Paris. Donc, j'ai commencé à aller travailler aux Canaries. J'ai appris à surfer. J'ai vécu une vie différente pendant plusieurs mois. J'avais cette idée en tête de continuer ce projet du Vespa, mais dans un moyen de locomotion qui me permettait de travailler, de vivre et de dormir. Le van. J'ai dit, OK, let's go. Crédit à la banque, encore une fois. J'appelle ma boîte, je leur dis, écoutez, moi j'ai un projet, je voudrais traverser l'Europe en van, travailler dans mon van. Votre politique, c'est work from everywhere, travailler de n'importe où. Pourquoi pas travailler dans un van? Est-ce que ça vous intéresse de me sponsoriser? Ta propre boîte. La boîte, 1600 employés dans la boîte, et ils ont levé 700 millions d'euros. Ah ouais. C'est un busin pas possible. Et ils me disent, ouais, vas-y, le jour où tu auras ton van, on en reparle. Et ils pensaient pas que j'allais le faire. Moi, tu me dis ça, ni une ni deux. Je vois avec mon père, il m'aide un peu. J'appelle la banque, je fais un crédit et c'est parti. J'achète un van, l'énorme truc, panneaux solaires, toilettes, douche, 2 lits. Ah ouais. Vraiment le truc confortable quoi. J'achète ça et j'arrive et je dis voilà ma boîte, les gars, travaille de van, tu vois. Ils m'ont dit ah ouais putain ok.
Donc du coup, ils me mettent en contact, ils me mettent des stickers sur le van, ils m'achètent des trucs. Mais en gros, l'idée, c'était que je filme un peu ma vie pour l'interne de l'entreprise et peut-être aussi l'externe. Et au final, je pars. Et là, je traverse, je vais en Sicile, je repars un peu en Italie, je vais en Autriche, en Allemagne, en Hollande. Là, je me dis, allez, tu sais quoi, fuck, je vais au plus au nord possible. Je pars en Laponie et je vis en travaillant comme ça. Et plein de déclics arrivent, énormément de solitude à ce moment-là. Une solitude beaucoup plus pesante que sur le Vespa parce que là, pour le coup, j'avais tout avec moi. J'avais pas besoin du contact des autres. Et du coup, c'était vraiment, Raphaël, démerde-toi. Et là, c'était dur. C'est une expérience très dure où t'es pas chez toi. Il y a peu de monde dans ces pays-là. Tu peux faire des routes pendant des kilomètres sans voir personne. Ouais, c'était une période très challengeante pour moi, où je me suis confronté à plein de zones d'ombre que je connaissais pas, des peurs aussi, liées à plein de choses, notamment à la nature, à quel point parfois la nature pouvait me faire peur dans certaines zones, certaines circonstances. Puis j'ai appris à les affronter en fait au fur et à mesure. Je me suis retrouvé je sais pas, j'ai compris clairement que ma vie était plus du tout en ville. Je crois que ça a été vraiment le moment névralgique. Et j'ai compris aussi que le business et le travail que je faisais en étant là-bas, en ayant toute la gratitude qu'ils m'ont donnée en me laissant travailler, c'était plus mon monde. J'avais vraiment cette envie d'aller plus dans la connexion humaine, le développement personnel, la spiritualité. Je faisais déjà ce cheminement avec moi-même, mais c'était très soft, mais j'avais besoin d'aller un peu plus loin. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de me dire, autant que ça devienne mon business. Et du coup, j'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait sur le marché qui travaillait dans ce domaine-là et qui pourrait me prendre. Et là, vraiment, ni une ni deux, encore une fois, là, l'univers m'appelle. Je reçois un mail de l'équipe de Paradox de David Laroche. Okay. Développement personnel. J'ai fait OK. Et là, on communique ensemble et je trouve un deal avec eux qui me fait que je travaille en freelance de n'importe où, très bien payé et je travaille dans le développement personnel. Je me dis, waouh, OK, that's a game. Et à partir de ce moment-là, le cheminement dev perso, spiritualité a vraiment pris une autre ampleur. Je commençais à du coup travailler là-dedans, donc à communiquer, à parler avec des gens dans ce domaine. Et ça m'a emmené dans plein de directions où j'ai vu aussi les vices de ce domaine-là. Mais ça m'a permis de géographiquement partir de l'Europe et partir en Asie et commencer à travailler en freelance depuis l'Asie. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai fait d'autres jobs en freelance et au fur et à mesure, en fait, à chaque fois, je me formais sur plein de choses pour moi et je me disais, c'est de la valeur ajoutée, ça. Pourquoi je m'en servirais pas auprès des gens? Mais le déclic était très difficile de passer de, le shadow des gens, de l'ombre à la lumière et vendre quelque chose à quelqu'un, ton produit. C'était une période plein de remises en cause, syndrome de l'imposteur, et j'en passe. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle les cercles de parole parce que j'avais plein de questionnements sur ma personne et sur les relations de couple, sur l'énergie masculine, féminine. Et je m'étais dit ça pouvait être intéressant de rassembler des hommes. Je savais même pas que ça existait les cercles d'hommes à cette époque-là. Vite fait, mais c'était pas clair en tout cas. Et j'ai commencé à en faire un en anglais. Puis de fil en aiguille, au final, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise en française. Et il y avait tellement de Français à Bali, je me suis dit on peut faire ça. Puis ça s'est construit au fur et à mesure. Au début, je savais pas trop ce que je faisais. Et puis ça a commencé à prendre forme. J'apprenais à chaque fois du précédent. Je me rendais compte, ça je peux améliorer, ça je peux améliorer. Ça je peux rajouter ça, je peux inviter ce genre de personnes. Puis ça s'est transformé en un vrai truc qui arrivait toutes les semaines, dont tu as participé au premier en français d'ailleurs. Et tu as continué tout le long du chemin. Et je pense que le vrai déclic a été je crois que ça a été en juin de 2025, où un de mes clients du cercle est venu me voir en me disant ça te dirait pas de m'accompagner? J'ai fait mais frère, je te connais maintenant, je vois comment t'es, mais je vois exactement ce qu'on pourrait faire ensemble. Vas-y, viens, on commence. Puis en fait, je me suis senti très à l'aise à faire. Et de un client m'a emmené 2, 3, 5, 10. Puis j'ai pu me former sur parallèle sur le breathwork, le somatique. Je me suis formé sur le vipassana. J'ai appris à comprendre comment méditer. Et puis toutes les expériences passées de ma vie m'ont emmené aussi à grandir en fait, à devenir une meilleure version de moi. J'ai fait un stage de Muay Thai aussi, je me suis formé là-dedans. Je suis allé chez Wim Hof, qui est le pilier du ice bath et de la respiration. Et je suis allé me former un peu chez lui aussi. Du coup, toutes ces expériences m'ont emmené à emmagasiner beaucoup de skills qu'aujourd'hui, je garde pour moi bien évidemment. Mais l'idée, c'est comment je peux le rétribuer et le donner d'une manière saine à d'autres hommes
et potentiellement d'autres femmes pour les aider à passer des barrières, à casser ces barrières mentales, ces croyances limitantes et aussi à se construire un terrain fertile pour devenir une meilleure version, quoi. Même pas une meilleure version, une version plus alignée d'eux au final. Trop intéressant. Ouais, donc trop intéressant ton parcours. Effectivement, moi, tu vois, dans ce que tu es en train de me dire, ça fait écho au fait que c'est le terrain qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui. C'est plein d'expériences de vie et un cheminement assez naturel au final. Et comme tu dis, tu as beaucoup appris par toi-même, tu as vécu ces outils-là, vécu ces questionnements-là. Et la vie t'a amené à ce que les gens fassent appel justement à ton expérience pour les guider eux-mêmes dans ce cheminement qui commence peut-être tout juste. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé hyper intéressant là dans ton parcours. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, et c'est un peu ce qu'on dénonce dans la partie online, business en ligne, c'est le côté beaucoup de gens s'inventent coach parce qu'ils veulent adhérer au business model du coaching. Ils voient que c'est intéressant, qu'il y a des bonnes marges et donc vas-y, je vais foncer là-dedans, ça va me permettre de gagner ma vie en ligne. Mais ils incarnent pas forcément ça et c'est ce qui fait que beaucoup de gens crient à l'arnaque ou pensent qu'aujourd'hui, beaucoup de coachs sont des gourous qui en fait n'ont pas vraiment de valeur à apporter. Toi aujourd'hui, on voit dans ce que tu racontes que tu l'incarnes vraiment, tu es passé par ces étapes-là et la vie t'a amené au final à vivre cette vie que tu vis aujourd'hui de coaching, d'accompagnement. Donc aujourd'hui, tu sens que tu es beaucoup plus animé du coup et c'est un peu une révélation de pouvoir accompagner des hommes comme des femmes dans leurs enjeux personnel. C'est quoi au final, ça se matérialise comment? Par quoi ils passent comme étape? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont faire appel à toi quelque part? Ils sont perdus d'une certaine manière, ils manquent de clarté mentale, de visibilité sur leur avenir, de corriger des traumas. Je suppose que ça se matérialise de différentes manières. C'est quoi en général, le pourquoi les gens viennent faire appel à toi quelque part? Ouais. Je voudrais rajouter un truc qui vient d'avant. On retournera sur ce point-là, mais qui me parlait. Tu parlais d'incarnation et de comment tu incarnes ton travail. Et je suis d'accord avec ça. Il y a un point qui m'a marqué beaucoup ces derniers temps. Il y a beaucoup de gens qui se forment à plein de choses, donc notamment au coaching, et du coup qui se vendent coach. Et moi, ce qui entre guillemets me dérange, c'est à quel point tu peux te présenter en tant que coach, mais ne pas être la personne que tu vends aux autres. Et c'est pour ça que moi, je me considère pas en tant que coach, parce qu'il y a plein de choses que je peux dire aux gens et que je ne fais pas pour moi-même, parce que je suis pas une lumière, je suis pas Dieu, loin de là. Et j'ai plein de défauts. Et en fait, par contre, là où je me positionne, c'est sur l'expérience que j'ai vécue, ce que j'en ai appris comme leçon et ce que je peux partager par rapport à ces expériences-là. J'irai pas sur des terrains que je connais pas. Si je connais pas, je te dirais, frérot, je connais pas. Je peux pas t'aider. Ou je te trouve quelqu'un qui pourra t'accompagner là-dessus. Mais par contre, je tiens à cœur, si ça m'intéresse vraiment, de me former et d'apprendre là-dessus et de le vivre pour moi, pour pouvoir te le prodiguer après. Sinon, ça marche pas. Et ça, c'est un truc qui est très important pour moi, c'est à quel point tu te le fais sur toi-même pour pouvoir le faire sur les autres. Et du coup, encore une fois, mon job, c'est pas coaching, c'est du mentoring. Parce que je vois vraiment la différence. C'est mentoring, pour moi, c'est t'as de l'expérience de vie. Même si c'est pas énorme, j'en ai que 32, ça reste quand même conséquent pour certaines personnes. Et je vais pas aller toucher des gens qui ont déjà un niveau de spiritualité, de développement personnel qui est très élevé. J'aime bien cette idée d'échelle où tu fais de 0 à 10. Où est-ce que tu te situes? Et par exemple, moi, je me sens comme on va dire 6, 7 max. Et je vais pas les taper des 7, 8, 9, 10. Je vais les taper des 0, 1, 2, 3, 4. Et je vais les accompagner à aller vers moi. Et ainsi de suite. Et il y aura d'autres personnes qui seront bien meilleures que moi, qui pourraient les accompagner plus loin. Mais les premières démarches sont importantes. Et pour revenir à ta question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens viendraient vers moi? En fait, pour moi, c'est vraiment le point de personne nous a appris aujourd'hui à apprendre à se connaître. On nous apprend à faire des mathématiques, à parler bien le français, à bien écrire. Je suis très mauvais en écriture, en orthographe, je suis une cata. Mais on nous a appris plein de choses, théorème de Pythagore, l'histoire sur le passé, etc., qui est aussi très important. Mais personne nous a appris par exemple, déjà juste à gérer notre argent, à se poser les bonnes questions. Est-ce que ce job est aligné envers moi? Quelles sont mes valeurs? À me comprendre. Et en fait, j'aime bien l'idée moi j'ai fait ce chemin tout seul, en me démerdant, en me cassant la gueule 1 milliard de fois. En passant avec moi, tu vas potentiellement aller directement dans d'autres cheminements qui, au final, seront les plus utiles et les plus percutants. Même si, j'ai envie de te dire, je suis pas là pour casser ton cheminement, je suis juste là pour te mettre de la lumière sur qui tu es en fait. Et te mettre un bon miroir dans ta gueule
et de te dire frérot, regarde-toi vraiment. T'es sûr ça marche ça? T'es sûr t'es aligné? Ressens-le. Et remettre de la conscience sur qui tu es par des exercices, notamment de la discipline. Pour les hommes, c'est beaucoup aligné. L'accompagnement est intimement plus lié pour les hommes parce que en tant qu'homme, on a besoin de faire les choses. Je trouve que de parler et de communiquer, c'est bien, donc d'échanger, mais de passer à l'action, ça met directement une autre énergie qui fait que tu intègres beaucoup plus facilement l'information dans ton corps et du coup dans ton système. De passer à l'action, de sortir de sa zone de confort, ça peut être par des petites choses, créer des rituels, avoir une morning routine constante et la respecter au-dessus de beaucoup d'autres choses. Parce que le matin, c'est super important de se réveiller et et en fait se focaliser sur soi pendant les premières minutes. Parce que si tu te donnes de l'énergie, tu te donnes de l'amour. Plus tu te donnes de l'amour, plus tu es confiant. Plus tu es confiant, plus ça se voit. Plus tu rayonnes envers le monde. Plus ton business est plus aligné. Plus ta vie, ta famille, tes amis, tout, ça change tout. Donc je pense qu'il y a vraiment ce point de... j'aime bien l'idée, tu vois, le livre Apprendre les maths. L'idée, vraiment mon goal à long terme, ça serait apprendre à se connaître pour les nuls, tu vois. Et c'est des basiques. Mais les basiques, on est obligé d'y retourner parce que c'est les fondations. Si on fait pas les basiques, on construit sur du vent. Donc voilà, pour moi. Okay. Beaucoup d'énergie dans ma parole. C'est pour vous les gars. Pas évident pour lui. Ah, c'est dur frère. Maintenant que vous avez pu découvrir le parcours de Raphaël, je vous laisse avec différentes conversations sans filtre qu'on a pu avoir en mangeant. Des conversations super intéressantes qui reflètent sa vision du monde et de notre société. On va parler de l'impact de l'IA sur nos vies, de l'impact du stress stocké dans notre corps, de la compréhension de notre énergie et manière unique de fonctionner, et enfin d'une métaphore autour du salariat et entrepreneuriat qui, je pense, va résonner chez beaucoup d'entre vous. Un truc que j'aimerais bien partager, c'est à quel point aujourd'hui, on se rend compte que le monde y part entre guillemets en couille avec les guerres, avec tout ce qui se passe, et que au final, les gens commencent à se remettre en question, à se dire, mais en fait, ce que je fais, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Via l'IA, par exemple, l'IA, à quel point aujourd'hui, ça remplace des travaux, ça remplace des jobs. Ça fait se poser des questions que tu te posais Exactement. pas avant. Ouais, tu te dis, putain, mon job de, je sais pas moi, analyste sur l'ordinateur toute la journée dans un bureau à la Défense, est-ce que en fait, je vais pas me faire remplacer d'ici peu grâce à tout ce qui existe là avec Claude Cowork et tous ces bordels. Et donc que ces sujets-là mènent à se poser des questions aussi sur de travailler sur soi, en qui fait, je juste suis, qu'est-ce que je veux. Ouais, à se demander en fait, ok d'accord, mais si je fais pas ça et si aujourd'hui le système qu'on a mis en place, que le monde a mis en place, qui est travaille, gagne de l'argent, aide des enfants, achète-toi une maison, c'est peut-être plus le même système qui est bon pour nous et que en fait il y a d'autres possibilités, d'autres façons de faire. Regarde-nous aujourd'hui, on travaille en ligne, on habite à l'autre bout de la planète, on n'est plus situé en France et on peut complètement subvenir à nos besoins. Alors c'est plein de paramètres qui sont différents, on pense plus à la retraite. Je pense qu'il y a vraiment un réel besoin aujourd'hui d'apprendre un peu mieux à se connaître en fait, tout simplement pour faire des bons choix et faire des bons choix qui vont être alignés sur le long terme et éviter d'arriver à un stade où à 40, 50 ans on se pose la question qu'est-ce que je fous dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui me plaît ? En fait, est-ce que je me suis même posé la question qu'est-ce que j'aime ? Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué énormément chez beaucoup de clients. On se base sur des choses qu'on aime par rapport à ce que les autres font. Mais on se base pas sur nous. Intérieurement, qu'est-ce qu'on aime ? Il y a des choses qui peuvent être toutes simples, tu vois. Ça peut être quelqu'un qui, quand il était petit, faisait du piano, par exemple, et a complètement arrêté le piano parce que c'était quelque chose qui n'allait plus dans le train de vie, la machine de faire de l'argent, etc. et prendre du plaisir. Et alors que potentiellement, cette personne-là pourrait être clairement un passionné de ça et gagner sa vie grâce à ça parce qu'il y a d'autres gens qui kiffent ça aussi, tu vois. Et j'ai l'impression que grâce entre guillemets aux réseaux sociaux et à Internet, les gens commencent à se placer dans des passions, dans des jobs passions. Donc ça commence à arriver, mais il y a toujours le même sujet. Ça va être en termes de relations de couple, en termes d'amitié sur le long terme, en termes de qu'est-ce que c'est ma vision, où est-ce que j'ai envie d'aller et comment on peut savoir ça si on se connaît pas. Comment on peut arriver à ce step de, en fait. Moi, je suis Raphaël, j'ai 32 ans et je sais pas ce que je veux faire dans la vie, mais en fait, je vais juste faire ce qu'on me dit de faire. Donc, je vais prendre ce job parce qu'il est bien payé, parce que les collègues ils sont cool, et en fait, je vais même pas me poser la question de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer sur le long terme si demain ce job n'existe plus ? Et où est-ce que je vais être en fait ? C'est quoi ma place sur cette planète ?
Ouais. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent la question à savoir... Bah, je pense que, ouais, comme tu l'as dit, la majorité des gens ne se posent même pas trop la question au final de savoir s'ils font leur travail parce qu'ils l'aiment réellement, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont suivi un cursus d'études et qu'ils ont cet emploi qui est la sécurité, etc. Et en fait, la majorité des gens, tous les lundis matins, ils n'ont pas envie d'aller au travail, ils subissent, ils attendent déjà dès le mardi et le week-end. Le vendredi soir. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu le dis, je pense que là, l'IA, elle est en train de rebattre un peu les cartes et il y a de plus en plus donc, de gens qui sont amenés à se poser ces questions. D'abord drivés par la peur de est-ce que je vais perdre mon travail, mais de l'autre côté, peut-être du coup positivement pour repartir à l'essentiel qui est qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me drive et quand l'IA va remplacer toutes les tâches d'exécution où il n'y a pas besoin de réfléchir, remplir des Excel, etc. Ça va remplacer énormément de gens. Effectivement, il va peut-être rester que les tâches vraiment humaines que l'IA ne peut pas remplacer et donc c'est qu'est-ce que toi tu as envie de partager au monde. Ça fait sens au final. On est incarné sur cette planète, c'est pas pour juste faire ce qu'on nous a dit de faire. Certes, c'est important d'avoir des règles, entre guillemets, à un certain niveau pour qu'il y ait de la cohabitation, mais de là à ce que tu fasses toujours la même chose tous les jours de manière très répétitive, si c'est pas passionnant et si t'es pas dans une passion à le faire, c'est quoi l'intérêt ? C'est quoi tes souvenirs à 50, 60 ans ? Qu'est-ce que tu vas raconter à tes petits-enfants, si t'en as ? Qu'est-ce que tu vas présenter au monde, en fait ? Et à quel point aujourd'hui, les sujets de conversation qu'il y a, j'ai encore des souvenirs quand tu vas chez ta famille ou... Ça c'est un sacré sujet. Ou avec tes potes, même de ton ancienne vie, entre guillemets. C'est quoi les sujets de conversation ? Foot, Coupe du Monde. BFM TV. Ouais, BFM TV. La politique. Donc, qui va remplacer le maire de telle ville ? Ok, quelle est la dernière télé-réalité qui est sortie ? Oh, qui a fait quoi comme histoire ? Ouais, ou parler d'une anecdote, de toujours raconter ce que quelqu'un m'a raconté, aussi, que c'est des petits ragots. Mais en fait, il n'y a pas de vie derrière, clairement. C'est ce que je ressens. Et moi, c'est dur pour moi aujourd'hui, clairement, quand je rentre et que je suis dans des repas de famille et autres, c'est que je me sens tellement en décalage. Je vois que les conversations, elles ont pas de vie, elles ont pas de... Ouais, il y a pas ce côté passion, justement. C'est le danger aussi. C'est le danger aussi de quand tu commences à te poser des questions, à vouloir creuser un peu plus et du coup rencontrer des gens qui font la même chose. Au final, t'attends des gens autour de toi qui fassent la même chose et du coup, quand on le fait pas, là, ça peut devenir frustrant. Après, c'est aussi prendre du plaisir dans ces moments qui sont aussi très simples. Bien sûr. Et trouver peut-être, amener cet angle plus simple qui va faire effet aux autres d'être aussi dans ces choses-là. Je prends un exemple tout con, mais tu peux être avec tes parents et moi c'est un truc qui me ferait kiffer, c'est rentrer et puis au lieu d'avoir des grandes conversations, peut-être passer des moments d'activité, tu vois, et de vivre des choses avec eux. C'est une mémoire que tu crées, c'est quelque chose que t'es dans une action entre guillemets. Donc je trouve ça très cool. Mais oui, là aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer sur que ce soit comme je disais les guerres et tous ces gros changements qui arrivent, pour moi ça fait juste sens. Si demain tu commences pas à apprendre à te connaître profondément et que t'as pas construit des fondations solides de qui tu es sur des bases entre guillemets, comment tu vas faire pour construire quelque chose qui va continuer ? Ouais, tout à l'heure on parlait de pas mal de sujets justement axés prise de conscience, déclic, etc. Moi, c'est vrai que pour être passé par une phase l'année dernière un peu de surcharge, on va dire, aussi cognitive par rapport au travail, l'entrepreneuriat, les différentes galères que j'ai pu avoir dans le business, il y a quelque chose qui m'a vraiment aidé, je l'avais documenté un peu sur Instagram, c'est d'apprendre à comprendre du coup effectivement son schéma énergétique. Tu l'expliqueras mieux que moi, mais c'est du coup à travers l'outil Human Design qui m'a vraiment aidé, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Et je serais curieux que tu en parles un petit peu aux personnes qui nous écoutent, parce que c'est vraiment un outil qui est assez puissant. Tu parlais justement à travers se comprendre soi-même, c'est aussi comprendre comment gérer son énergie. Et c'est vrai que le Human Design permet de comprendre quand même comment on fonctionne niveau énergie, parce que chaque personne est unique. Et moi, ça a été vraiment une révélation où j'ai compris beaucoup de choses sur pourquoi je me cramais, pourquoi j'avais une facilité à faire des burn-out, parce que je respectais pas du tout mon schéma d'énergie, que j'étais dans la lutte, que je forçais d'une certaine manière. Et du coup, j'étais beaucoup moins efficace que de respecter ces choses-là. Donc, comment tu
tu vois toi le human design? Je sais que c'est quelque chose dans tous les cas quand tu suis quelqu'un, quand tu accompagnes quelqu'un. Ça fait partie. Ça fait partie du travail que tu fais dans les débuts. Comment tu l'expliquerais un peu à quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet outil? Je dirais, l'Human Design, c'est on a notre carte d'identité. Tu vois, quand on arrive avec un prénom que nos parents nous ont donné, une date de naissance et une ville où on est né. Et ça, c'est une carte d'identité, du coup, physique, matérielle de la vie, on va dire, la vie civilisée. Mais il y a d'autres cartes d'identité qui existent. Il y a des cartes d'identité, on peut dire, c'est une carte d'identité d'énergie. L'énergie, c'est lié, comme je t'avais déjà raconté un peu cette phrase, mais j'aime bien dire, ok, la Lune, quand elle bouge, qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Il se passe plein de choses, on est bien d'accord. La mer, elle bouge. T'es composé de quoi? T'es composé d'eau, comme la mer. Et pourtant, on se dit pas que la Lune va faire quelque chose sur nous, mais elle fait quelque chose sur nous. Et ça, c'est toutes les planètes du système solaire qui, quand elles bougent, en fonction des mouvements, vont apporter certaines clartés, une identité, entre guillemets. C'est comme l'astrologie, entre guillemets, et tellement d'autres points, en fait. Je dirais, pour moi, l'Human Design, c'est un moyen d'apprendre à te connaître via une identité énergétique. Et par rapport à ça, en gros, te donner des bases sur, par exemple, comment tu fonctionnes dans la vie. Est-ce que il y a quatre types: générateurs, manifesteurs, réflecteurs et projecteurs. Il y a 5 types de profils. Et sur ces 5 types, il y a différentes catégories. C'est ultra complexe. C'est un vrai gros bousin. Mais quand tu commences à te renseigner là-dessus, tu apprends plein de choses sur toi. Tu apprends comment, par exemple, connecter avec les gens. Est-ce que tu es quelqu'un qui reçoit ou tu es quelqu'un qui va donner? Comment ton énergie fonctionne, ton aura autour de toi? Est-ce que tu es plutôt un récepteur ou tu es plus t'as une énergie illimitée ou une énergie limitée? Il y a plein de choses à apprendre là-dessus et ça te permet de créer des bases sur lesquelles en fait tu peux potentiellement t'appuyer pour apprendre à te connaître. Et moi j'ai appris ça et j'ai connu ça je crois il y a à peu près 5 ans, un peu plus, et je comprenais rien. Littéralement, c'était pas clair. Mais en fait, il y avait quelque chose qui résonnait en moi dans le message. Et du coup, j'ai commencé à aller creuser un peu plus loin. Et je me suis rendu compte de plein de patterns et de façons de faire que j'avais qui correspondaient exactement à mon profil. Moi, je suis un profil, ce qu'on appelle réflecteur. C'est des profils qui sont assez rares. Au final, je crois que c'est 1% de la population. Et le profil réflecteur a une énergie qui est assez particulière. On prend l'énergie des gens et on la renvoie. Donc, on la prend, on la renvoie. Et il y a vraiment ce côté très miroir de la société et du monde. On n'est pas fait pour travailler H24. Il y a des points qui sont vraiment différents. Tandis que, par exemple, tu vois, on vit dans un monde, ce qu'on appelle le monde des générateurs. Donc, c'est un profil de Human Design. C'est des gens qui ont une énergie illimitée, entre guillemets, et qui peuvent produire et faire des choses. Les réflecteurs, c'est un peu ceux qui vont, je dirais pas superviser, mais sentir ce qui se passe et dire « Ah, ça va pas, ça va ». Et grâce à notre énergie, comprendre pourquoi il y a des dysfonctionnements. L'Human Design, c'est basé sur plein de méthodes. Il y a du quantique, il y a de l'astrologie, il y a du I Ching, c'est une technique chinoise, et d'autres techniques. C'est un assemblement qui te permet en fait de vraiment avoir une précision assez impressionnante au final sur ton fonctionnement, même si, et c'est ce que je dis à tout le monde, tout est transcendable. En fait, tu n'es pas obligé de t'enfermer dans cette case de t'es réflecteur, je suis réflecteur et du coup, voilà en fait comment on me dit que je dois faire les choses et voilà comment je vais les faire. Tout est transcendable. De toute façon, l'univers, enfin, il n'y a aucune limite entre guillemets, mais ça te donne un petit jet de ok, j'apprends un peu mieux à me connaître, tu vois. Et ça, je trouve ça assez ouf pour le Human Design. Ouais, clairement, c'est ça. T'as pas besoin de t'y accrocher et d'en faire une vérité absolue qui peut du coup à l'inverse te fermer des portes ou te limiter aussi. Mais ça peut t'aider, moi en tout cas ça a été mon cas, à mieux se comprendre, mieux se connaître, comprendre pourquoi moi j'envie aussi de, tu vois, l'énergie de certaines personnes où je voyais qu'il y a un moteur sans arrêt d'énergie constant et tout ça. Moi je sentais que j'avais plus des pics comme ça tout le temps d'énergie où un coup j'ai de l'énergie, un coup bam j'ai un gros down. Pourquoi j'ai du mal à rester dans le côté social trop longtemps, tu vois, quand il y a trop de monde et tout. Moi j'absorbe beaucoup les énergies des gens, ça m'agresse pas mal et puis à un moment donné j'ai un gros down. Design, ça et je l'ai compris sur mon Human Design, voilà, le fait que je sois moi projecteur mental, j'ai une énergie qui est limitée, j'ai une batterie qui est du coup qui se vide beaucoup plus vite que la plupart des gens et donc je dois apprendre à gérer cette batterie
batterie dans ma À journée. l'adapter. Et ça m'a aidé à mieux Ouais. comprendre que ok, faut que j'arrête de m'en vouloir et qu'en fait, du coup, je fais des pics comme ça parce que je m'écoute pas. Et maintenant, je le respecte déjà un peu plus et je comprends que va falloir que je dose un peu parce que sinon, je vais avoir des crashs Réguliers. qui vont me desservir. Ouais. Et pareil sur l'histoire de portes, il y a aussi un peu des portes là. Ouais. Qui m'ont aidé à comprendre un peu l'idée de... C'est vrai que mon réseau, moi, est une ligne importante. Beaucoup d'opportunités viennent par mon réseau. Et c'est vrai que pour l'instant, quand je regarde sur ma vie, les 5 dernières années, c'était beaucoup à chaque fois de réseau. C'est toujours mes connaissances qui m'ont apporté du deal et des choses et qui m'ont amené les opportunités que j'ai eues. Et donc, c'est important pour moi de cultiver mon réseau, mon entourage, parce que c'est ce qui m'amène en fait les choses. Bien Plutôt que d'aller initier. Et c'est vrai que Ouais. du coup, je le sens pareil, hein, tu vois. Encore une fois, au final, on le sent en soi. J'y arrive pas et je sais pas forcément aller prospecter, aller forcer, aller chercher. C'est pas moi et j'ai jamais eu trop besoin de le faire parce que c'est toujours venu à moi quelque part. Et ça te permet de comprendre des petits schémas De comme ouf. ça. Et ça, c'est intéressant. C'est Du coup, le Human Design est un des outils qui permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre quelque part. Effectivement, assez puissant, assez intéressant. J'encourage toute personne à le faire et pour le coup, pour l'avoir fait à énormément de monde de mon entourage, famille proche, amis, tout le monde se reconnaît incroyablement bien dedans. Donc vraiment, c'est au final un outil qui est très fiable, je trouve. Ou alors, si tu te reconnais pas dedans, c'est peut-être que, je pense, il faut peut-être enlever le masque ou regarder ce qui se passe au fond, parce que vraiment, c'est très révélateur de beaucoup de personnes. Vas-y, imaginons ton corps, tout ton corps, c'est un ordinateur. Il a plein de mémoires. Et les mémoires, elles vont de tes doigts de pied jusqu'à ta tête. Et imagine que 80% de tes mémoires sont dans ton corps, 20% sont dans ta tête. Ok ? Quand tu es en système nerveux sympathique à fond et tout ça, tu es beaucoup plus logé dans ta tête. Tu utilises que 20% de ta capacité, entre guillemets, de ta mémoire. Et c'est comme les traumas. Les traumas, c'est 20% dans ta tête, 80% dans ton corps. Si tu arrives à te connecter un peu plus à ton corps, donc à tes sensations, tu vas te connecter à une vérité qui est différente de celle que tu utilises d'habitude. Parce que c'est une vérité qu'on a oubliée en fait. Au final, aujourd'hui, quand tu regardes, on va à l'école, on nous apprend à utiliser notre corps comme un outil, entre guillemets, mais pas comme une force. On nous apprend à utiliser notre corps pour des besoins très classiques. On s'arrête vraiment à des choses basiques, alors qu'il y a tellement beaucoup plus à apprendre de notre corps, c'est extraordinaire. Et par exemple, pour parler de breathwork et de somatique, tu te rends compte à quel point ton corps stocke des émotions. Et je trouve ça assez ouf de se dire, parce qu'on appelle le somatique et t'as le breathwork. C'est deux choses qui sont quand même assez distinctes. Le somatique, c'est à quel point ton corps stocke des émotions et à quel point en faisant du mouvement, tu peux les libérer. Et les émotions, c'est, comme je te disais, demain, t'as reçu, je sais pas moi, t'as une embrouille avec un pote, voilà, vous arrêtez de vous parler, etc. Et cette embrouille, elle te frustre d'une certaine manière. Et t'as pas libéré cette émotion. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette émotion va se stocker à l'intérieur de toi. Et elle va rester là, frère. Et elle va rester là et elle va créer comme une sorte de gêne, de sensation qui va être là tout au long de ta vie et que tu vas oublier bien évidemment, mais il suffit qu'il y ait un moment qui revienne pour que cette émotion se réactive instantanément. Et en gros, le somatique t'aide à faire circuler, à faire bouger ces émotions, pas qu'elles se restent stockées. C'est pour ça que souvent pour les femmes c'est super important par exemple de bouger les hanches, parce que pour les femmes il y a énormément de choses qui stockent là. C'est aussi, comme pour les hommes hein, d'ailleurs, bouger les hanches c'est quelque chose qui est ultra important. C'est pour ça que la position, tu sais, par terre, assis en mode position un peu caca, genre, et bah ça fait énormément du bien aux hanches, c'est une manière de libérer. Et après, tu as la deuxième étape, c'est la respiration. La respiration, c'est comme si tu avais fait bouger ton corps, ok ? Donc tu as activé les émotions, c'est comme si là, tes émotions, elles bougeaient partout à l'intérieur de toi, et que par la respiration, tu vas les faire sortir. Et tu les fais sortir. Et ton corps va réagir à ça. Il peut trembler, il peut avoir ce qu'on appelle les T-Rex mode, donc tes mains qui commencent à se plier. Pourquoi ? Parce que en fait, ton corps est tellement intelligent que quand tu vas être en hyperventilation, il va arrêter de donner du sang aux endroits qui sont le moins utiles à ce que tu fonctionnes. Donc tes doigts de pied, tes mains, ta mâchoire, les sensations qui peuvent être très dures. Et en fait, l'idée, bien évidemment, pendant une session de breathwork, c'est d'être conscient de ces sensations-là, mais avec l'expérience, avec plusieurs sessions, tu te rends compte que ça, c'est juste ton corps qui réagit, mais tout ce qui se passe, c'est là, et en fait, à quel point tu arrives à te connecter avec ton cerveau uniquement à ta respiration, ces sensations-là, tu les oublies, tu ne penses même plus. Et c'est très difficile de le faire. Et du coup, pour moi, le breathwork, c'est comme si, j'aime bien cette image de, ok, on a un gros sac à dos,
rempli d'histoires. On peut mettre des mots comme trauma, on peut mettre des expériences de vie qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal. Et là, le sac, il est rempli plein de cailloux, tu vois. Et quand tu fais un breathwork, en fait, c'est comme si t'enlevais un caillou à chaque fois. T'en as enlevé 1, 2, 3, et tu te sens beaucoup plus léger à la fin de ta session. Et du coup, t'as des réactions qui peuvent être différentes. Tu peux avoir des habitudes que tu faisais avant que tu fais plus. Tu te dis putain, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est juste ton corps qui s'est nettoyé. Comme un ordinateur quand tu vas dans la poubelle sur ton ordi et que tu supprimes et tu dilettes les choses qui restent là et tout le bordel que tu as supprimé depuis longtemps. C'est un peu la même chose. Tu fais du nettoyage. Pour moi, c'est ça le breathwork. Et je pense que c'est primordial aujourd'hui de faire du breathwork, faire des techniques de respiration, d'apprendre à respirer pas juste comme on respire d'habitude. On respire encore une fois en pilote automatique. On n'a pas de conscience. On n'a pas de conscience sur la respiration. Alors que la respiration, c'est la première chose que tu fais quand tu nais. C'est la dernière chose que tu fais quand tu meurs. Ouais, c'est assez incroyable de voir qu'à travers des techniques de respiration, il y a même, tu peux aller chercher des sécrétions, c'est ça, de DMT, des choses que les gens vont chercher tu peux te prendre la à travers drogue. des drogues. Ouais. C'est quand même fou l'outil de la respiration où effectivement, comme tu dis, on respire tous au quotidien et en fait, on n'apprend pas, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec notre propre respiration. Et trop intéressant du coup, ce que tu viens de dire sur le fait que le somatique et cette technique de respiration-là te permet au final d'aller évacuer des choses que ton corps stocke. Parce qu'un exemple que tu avais donné, notamment sur les animaux, c'était vraiment super intéressant. Je peux si tu veux l'expliquer, ça donne et ça concrétise vraiment cet exemple de à quel point le somatique est puissant et pourquoi il est utile dans notre mode de fonctionnement en tant qu'humain par rapport à des animaux. Clairement. Imaginons, t'es dans une petite jungle, une petite forêt sympa et t'as une biche, ok, qui est là en train de brouter son herbe, posée au soleil, la vida loca, ok. Et là t'as un prédateur qui arrive. Imaginons il y a un tigre par exemple, ok, dans la forêt. Dans le 95. et ce tigre voit la biche. Qu'est-ce qui se passe? La biche, elle va utiliser encore ce mode. Du coup, elle était en mode parasympathique, repos, digestion, je chill. Elle voit le tigre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va activer son mode sympathique. Et qu'est-ce qu'elle va utiliser? La fuite. Et là, gros traçage. Son corps va stresser énormément. Et là, on imagine que le tigre n'a pas réussi à suivre la biche. La biche a tracé. Puis là, elle se regarde autour, elle voit que c'est tranquille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se secouer. Elle va bouger son corps de manière très naturelle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décharger l'émotion qu'elle a ingurgitée via le stress qui s'est passé. Et en faisant ça, elle peut retourner dans son mode parasympathique et se reposer. La grosse différence entre les animaux et nous, c'est que nous, on complète pas notre cycle de stress. Il se passe quelque chose dans notre vie, un événement, ça peut être n'importe quoi, une embrouille, une rupture, tout ce qu'on veut, notre corps va réagir à cette situation et on va activer notre mode sympathique et en fait, on va pas compléter le cycle de stress parce qu'on va juste passer à autre chose et garder cette émotion à l'intérieur de nous. Alors que via le somatique, donc le mouvement, ça peut être, il y a plein de différentes techniques, le somatique, ça peut être juste peut-être même aller à la salle et taper dans un sac de frappe et mettre l'intention de se nettoyer, de ressentir cette émotion et décharger l'émotion. Ça peut être crier dans un coussin, peut pleurer, ça peut être parler avec quelqu'un avec qui on se sent vraiment bien et aller en profondeur dans le sujet. Et ces techniques-là sont très importantes pour compléter le cycle de stress et se dire ok, ce sujet est clos, je peux passer à autre chose. Et ça, on ne nous l'apprend pas aujourd'hui. Et alors que c'est une base qui permet, tu vois, je te prends un exemple, je sais pas c'est quoi le pourcentage, je veux pas dire de conneries, mais une majorité des maladies qui existent sur cette planète sont liées à des traumas d'expérience, de vie. Des choses que tu as justement stockées, gardées. Et exactement. En fait, des ulcères, toutes ces choses-là, c'est lié, pas forcément à une maladie. Cette maladie, comme on dit, le mot mal a dit. Ce mal t'a dit quelque chose. J'ai un truc sympa sur ça, l'histoire des moutons. L'exemple, pour te donner un ordre d'idée, il y a peut-être 8 ans, un gars m'a envoyé un petit podcast enregistré qu'il avait mis et qu'il me l'a transféré sur WhatsApp. Et ça m'avait marqué à cette époque-là. T'as ce qu'on appelle les vaches et les rhinocéros. Okay. Et toutes les vaches sont des rhinocéros. Ok. Et du coup, tu as les vaches qui vont vivre dans le pré. C'est un pré qui est sécurisé. Il y a des bordures, il y a de l'herbe à profusion, il y a tout ce qu'il faut pour manger. Et en fait, la vie est très simple, très confortable. Puis tu as les rhinocéros. Les rhinocéros, ils vont dans la jungle et puis ils vont se taper un grand délire de « c'est dangereux ».
Mais qu'est-ce qu'il y a à la fin de la jungle? Il y a la vraie beauté de la plage, etc. En gros, le concept était très simple, c'est dans le monde, il y a des rhinocéros et il y a des vaches. Les vaches, c'est ceux qui restent dans le confort, dans la sécurité, qui attendent leur paye à la fin du mois, qui ont leur retraite à la fin de leur carrière professionnelle, qui vont pas prendre des gros billets d'avion parce que ça coûte trop cher et qui vont préférer aller au camping à côté et qui ont la sécurité sociale et c'est très confortable. Et puis tu as les rhinocéros, c'est un peu plus le concept des entrepreneurs qui en fait vont juste se mettre littéralement dans la merde et tester des choses et vivre des expériences, se faire confronter. Potentiellement les rhinocéros vont retourner dans le pré des vaches parce que ça fait trop peur et potentiellement il y a des petites vaches qui vont ressortir et qui vont aller dans la forêt. Et j'aime bien cette idée de, c'est pas catégoriser les gens, mais se dire que tout le monde est un rhinocéros, donc tout le monde a la capacité de vivre des expériences et de sortir de sa zone de confort, mais c'est tellement confortable. Ce pré de vache, putain, pour y sortir, tout le monde va être là pour te dire mais pourquoi tu sors, c'est dangereux. Dans ce podcast, j'aime bien parce que je pourrais le retrouver. J'aime bien parce qu'en gros, il te met l'exemple de toutes les étapes que le rhinocéros a passées. C'est passer dans une mare boueuse avec des crocodiles. Et en gros, c'est un peu l'exemple de la première étape, c'est ta famille, tes amis et tes parents qui vont te dire mais pourquoi tu fais ça, c'est dangereux, tu as peur, etc. Et souvent, il y a plein de gens qui vont dire ah ouais, mes parents, ils ont raison, je vais rester dans le pré des vaches. Tu vois. Trop intéressant. J'adore. Je te le retrouverai, le podcast. Ah, je suis chaud. Il est assez ouf. C'est des belles métaphores pour comprendre les comportements sociétaux de ce côté-là. On arrive à la fin de cette immersion. J'espère que cette vidéo t'aura toi aussi aidé à mettre en lumière certaines questions, sujets que tu portes depuis longtemps, afin de ne pas vivre une vie que tu subis plus que tu ne l'as choisie. Je te mets l'Instagram de Raphaël en description et si tu veux comme lui vivre de ton expertise en ligne, mon Insta également. D'autres immersions avec des créateurs arrivent, alors abonne-toi pour ne pas les rater.